Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Mélanie Serre, c'est l'histoire d'une passion pour la restauration et d'une vocation de chef qui a failli être contrariée. Celle qui se destinait à la gestion hôtelière a finalement affirmé sa voix en cuisine, envers et contre tous. Et quelle voix! Un parcours qui l'a menée aux quatre coins de la France et à l'étranger, avant d'intégrer la galaxie Robuchon. Elle exprime aujourd'hui pleinement son talent et sa personnalité au Louis XX, un bistrot d'esprit gastronomique au charme fou. Malgré les vents contraires, cette jeune femme qui n'a peur de rien a donc ouvert son premier restaurant en septembre 2020 et elle continue à croire en sa bonne étoile avec un nouveau projet qui verra le jour dès que la sortie de crise se profilera. Dans l'intervalle, elle régale les gourmets de ses bocaux aussi bons que beaux, où l'on retrouve l'essence de son travail autour du produit. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Mélanie Serre dans Girls in Food. Bonjour Mélanie Serre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors oui, donc Mélanie Serre, chef de cuisine au restaurant Le Louis XX, Paris 5e, depuis le 1er septembre 2020 maintenant. Petit retour en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors j'ai pas de parents ni de grands-parents restaurateurs, donc c'est pas un métier qu'on connaissait chez nous. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir des grands-mères, d'avoir une maman qui cuisinait très très bien. Et en fait, on parlait tout le temps nourriture chez nous, tout le temps cuisine, c'est-à-dire qu'on s'asseyait, on déjeunait le midi, on se demandait déjà ce qu'on allait manger le soir. Vraiment des produits, je viens d'Ardèche, donc de la campagne, mes grands-parents avaient un jardin, il y avait la ferme à côté de la maison, le petit marché du village, donc que des produits frais, et que des produits qui venaient du jardin et de saison, donc j'ai toujours très très bien mangé. Vous avez été super bien habituée, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que j'avais cette tendance toujours à aller mettre mon nez dans les casseroles et à soulever les couvercles et qu'est-ce qu'on mange à midi on parlait tout le temps de bouffe, quoi. Et encore, tout le temps. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier ? Comme beaucoup, je pense, le dimanche, c'était souvent le poulet rôti. Donc, le poulet rôti qu'on allait acheter sur la place du marché, avec les petites pommes de terre râpées du jardin, ou les haricots frais, ou juste avec le jus de cuisson, et tout simple, en fait. Et pendant votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? Il y en a eu plusieurs. Ah. J'ai eu ma période vétérinaire, mais alors j'ai voulu être vétérinaire, mais je voulais sélectionner les animaux avec lesquels j'allais travailler. C'est-à-dire qu'il fallait surtout pas qu'il y ait de souris, il fallait surtout pas qu'il y ait de serpents. J'avais quelques petites phobies comme ça. Après la période vétérinaire, j'ai eu ma période juge pour enfants. Alors rien à voir et alors je sais même plus pourquoi j'ai voulu faire ça. J'avais dû avoir un déclic, mais finalement heureusement que je l'ai pas fait. Je pense que mentalement j'aurais pas supporté. Ouais, ça va être dur. Et puis voilà, c'est tout. Et après, le métier de la restauration est arrivé. On va y revenir. Et est-ce que vous avez eu un job adolescente, jeune adulte ? Est-ce que vous avez eu un premier job ? Qu'est-ce que c'était ? Serveuse, j'ai commencé à l'adolescence très tôt. Un peu trop tôt. C'est mes parents qui m'ont forcé un petit peu à aller faire ce boulot. On avait un ami de la famille, en fait, qui était chef de cuisine traiteur. D'accord. Et qui avait monté donc son labo et qui organisait tous les samedis des mariages. Mais des gros mariages de 300, 400 personnes. Et donc, pour me dégourdir un peu, parce qu'apparemment j'étais un peu feignante à la maison, ils ont décidé de m'envoyer au boulot. Donc je faisais le service tous les samedis. Ok. Pour les mariages. Et en fait, j'ai commencé ça très jeune et j'ai fait ça jusqu'à mes 20 ans. Et donc pendant que les copains-copines allaient faire la fête, et moi j'allais bosser, mais j'adorais ça. On partait à midi avec le camion et toutes les affaires et on rentrait, il était 5h du matin. Ouais. Mais j'adorais cette ambiance en fait des mariages où tout le monde était joyeux, était là pour faire la fête. Et c'était très sympa. Il y avait donc déjà un lien en fait avec le service quelque part. Voilà. Mais très honnêtement, c'était plus pour gagner des sous que par véritable passion au départ. Donc on comprend que vous avez été bercé par les fourneaux de votre maman, de votre grand-mère, les bons produits. Est-ce que vous pouvez nous parler du déclic qui a fait que vous vous êtes orienté vers les métiers de la gastronomie ? Est-ce qu'il y en a eu un déjà ? Pas un vrai déclic, en fait, c'est surtout que j'ai fait un bac scientifique et j'ai eu tellement de mal à l'avoir que je me suis dit, bon, allez, les études, c'est pas fait pour moi, j'arriverai pas à faire de grandes études, je sais pas ce que je veux faire. La seule chose que j'aime, finalement, c'est quand je suis justement chez ce fameux traiteur et que je fais le service.
Donc pourquoi je me lancerais pas dans les métiers de la restauration? Ouais, d'accord. Donc c'est parti de là, Ok. tout simplement. Ensuite, vous avez fait vos études à l'Institut Vatel. Ouais. Pour autant, vous vous êtes pas immédiatement orienté vers la cuisine. Non, je suis arrivée à l'Institut Vatel, donc juste après le bac, pour faire une licence sur 3 ans. Et en fait, je suis arrivée là-bas parce que, comme la plupart de mes camarades de classe, c'était pour diriger un restaurant, diriger un hôtel. Et puis c'était en plus un peu le discours de l'école, école de commerce privée. Vous allez sortir avec votre diplôme, vous allez diriger des établissements. Alors qu'on sait tous que ça se passe pas comme ça. Mais il fallait bien nous faire rêver et nous faire sortir le chèque à la fin de l'année. Mais à la base, ouais, c'était vraiment pour avoir un jour un restaurant ou pour diriger un hôtel. Et je me rappelle, j'étais arrivée, on devait tous dire un petit peu ce qu'on voulait faire. Et moi, j'avais dit, ouais, moi, je dirigerai un hôtel sur chaque continent. Enfin, j'étais pleine d'ambition, quoi. Donc vous étiez plutôt parti en fait sur du management. Complètement. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est fait le switch? Bon, vous étiez quand même dans ce milieu-là, mine de rien, mais à quel moment vous avez basculé vers la cuisine? En fait, donc Vatel, il y avait une partie pratique, une partie théorique. Sur la pratique, c'était majoritairement du service. Donc on avait un restaurant d'application, majoritairement c'était du service, mais on avait le droit à 5 semaines en cuisine par an, ce qui est finalement très très peu, mais c'était simplement pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un cul de poule, comment ça se passe, comment marche le pass, comment on fait un bon, comment on annonce un bon en cuisine. Et moi, j'adorais ça. J'adorais mes semaines en cuisine et je me rappelle, j'essayais même d'échanger avec mes camarades qui, eux, détestaient en cuisine parce qu'on avait le chef... sur le dos. Le typique, quoi. Le grand, costaud, qui gueule un peu. Et donc, personne voulait aller en cuisine et moi, j'essayais d'échanger toutes mes semaines. Et en fait, j'adorais ça. Et quand j'ai eu à faire un stage, en fait, en 3e année, j'avais pour valider ma licence, j'ai demandé à ce fameux chef qui s'appelle Pascal Péramore s'il pouvait m'aider à trouver un stage en cuisine. Et il me dit, tu es sûr, tu veux faire de la cuisine? Et j'ai dit, oui, je vais essayer. J'en ferai peut-être pas mon métier, mais au moins, si demain je vais ouvrir un restaurant, je sais comment ça se passe dans une cuisine. Donc, je vais faire mon stage en cuisine. Et ils m'ont envoyé chez Potel et Chabot, traiteur parisien. Ouais, très, très prestigieux, très gros traiteur. Exactement. Et en fait, j'étais la première personne de mon école, à l'époque, à partir en cuisine. D'accord. Et j'avais un petit peu tout le monde contre moi, mais t'as pas été formé pour ça, mais tu te rends compte que t'as fait 3 ans d'études, commerce, machin, c'est une école qui coûte cher. Enfin, c'était le discours des profs et de la directrice à l'époque qui comprenaient pas que je parte en cuisine. Et alors les parents, j'en parle pas. Même si aujourd'hui ils l'acceptent très très bien, ils sont très fiers, mais c'est vrai qu'au début, ça a eu un peu de mal à passer. Est-ce que c'est parce que c'est un milieu qui a la réputation d'être difficile? Pourquoi est-ce que ça les emballait pas? C'est parce que vous aviez fait des études et du coup ils ont trouvé que c'était pas... C'était pourquoi t'as fait des études en fait et t'aurais pu faire un CAP directement, t'aurais pu t'en rendre compte avant, et sauf que non, j'avais besoin que ça mûrisse, et puis on a besoin de faire nos propres expériences avant de se rendre compte finalement de ce qu'on veut vraiment. Bien sûr. Et je m'en suis rendu compte à 22 ans, quoi. Ensuite, vous avez exercé dans des restaurants très prestigieux. Vous avez notamment travaillé plusieurs années pour l'atelier Joël Robuchon, 2 étoiles Michelin. Et vous êtes d'ailleurs même, vous êtes devenu chef là-bas, vous aviez pas 30 ans. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience dans la galaxie Robuchon? Donc au total, j'ai travaillé en fait 8 ans pour Joël Robuchon. Donc j'ai passé 4 années à l'hôtel Métropole à Monaco, aux côtés de Christophe Cussac. Et après, presque 4 années, à l'atelier Joël Robuchon Étoile, celui qui est sur les Champs-Élysées. Avant de commencer cette expérience à côté de Monsieur Robuchon, c'était vraiment, pour moi, la cuisine, c'était du plaisir, je m'amusais, j'allais faire des saisons, il y avait les copains, les copines, je faisais, voilà, il y avait pas trop, je connaissais pas. Il y avait pas de stratégie, quoi. Non, non, aucune stratégie, aucune ambition, je connaissais pas tous les grands chefs, je connaissais pas le guide Michelin, je connaissais pas l'OMIO, je connaissais pas toutes ces choses-là. Ça m'intéressait pas vraiment. Et une fois que je suis rentrée dans la sphère, Joël Robuchon, là, c'est devenu incontournable. Et en fait, je suis rentrée, je me rappelle, à Monaco, parce que justement, j'avais envie de me faire mal un peu. J'avais envie de voir ce que c'était qu'une cuisine où il y a de la rigueur, où c'est dur, où il y a de l'exigence. Et j'avais envie de me faire mal. Je revenais de presque 1 an de passer à Saint-Barth. Donc, alors, les pieds en éventail. Là, je vais vous demander peut-être un petit retour en arrière. Un retour en arrière. Ouais, donc okay. Vous avez donc commencé, Potel et Chabot. Potel et Chabot.
en stage. Après, Comment ça s'est passé déjà, cette étape-là? C'était génial. C'est vrai. C'était génial parce qu'il y avait toute une partie laboratoire, donc mise en place pour les cocktails, donc les petites pièces cocktails. On faisait des gros volumes parce que c'est des gros événements chez Potel. Et puis après, il y avait toute la partie événements extérieurs. Donc on allait dans des endroits qui étaient juste plus sublimes les uns que les autres, et des prestations mais d'un niveau, mais pour 1000-2000 personnes, c'était superbe. J'ai adoré ce moment-là. Après Potel et Chabot, je suis partie au chalet du Mont d'Arbois à Megève, avec un chef qui s'appelle Olivier Bardou. Et donc là, vraiment, j'étais propulsée dans une vraie cuisine de restaurant où on m'a mis au chaud, où on m'a appris énormément de choses. Je savais pas lever un filet de poisson. C'était vraiment la découverte tous les jours et c'était super. Ensuite, je suis partie donc à Saint-Barth, à l'hôtel Eden Rock. Et enfin, je suis arrivée à Monaco, chez Monsieur Robuchon. Mais donc Monsieur Robuchon, c'était vraiment parce que j'avais envie de souffrir. Et finalement, j'ai pas souffert tant que ça. C'est vrai. Bah alors, racontez-nous. Vous arrivez à Monaco. Ouais. Quel est le contexte? Enfin, voilà. En fait, à l'époque, j'avais un petit ami qui venait de s'installer à Monaco. Et donc, je devais le rejoindre. Et je lui dis, OK, je te rejoins, mais moi, il faut que je travaille dans un grand restaurant. Donc, t'as le choix. Sur la place de Monaco, il y a soit l'Inde Ducasse d'un côté, soit Joël Robuchon de l'autre. Moi, je suis à Saint-Barth. Va poser mes CV. Et en fait, il a posé mon CV que chez Robuchon. D'accord. Donc, ça a vraiment été le destin, hasard. là, voilà. Parce que s'il l'avait posé en face, j'aurais pu finalement finir élève d'Alain Ducasse. Donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, j'ai commencé là-bas en cuisine. Et puis, au bout de 6 mois à peu près, le chef, Christophe Cussac, qui est pour moi la plus belle rencontre, j'ai envie de dire, dans ma carrière, parce que c'est devenu un peu un papa-chef et qu'on s'entend très très bien, et encore aujourd'hui, j'arrive à l'avoir régulièrement au téléphone, ça c'est génial. Et donc, Monsieur Cussac voulait créer un poste, en fait, d'assistante un peu administrative du chef de cuisine. Et donc, j'ai pris ce poste-là. Et donc, en fait, il fallait gérer tout ce qui était planning, mais ça représentait quand même 80 personnes au total en cuisine, pâtisserie, boulangerie. Gérer tout ce qui était ratio, tout ce qui était commande, tout ce qui était HACCP, faire les menus pour les banquets, faire les menus pour le restaurant, pour le bar. Et c'était très complémentaire finalement avec la formation que j'avais eue à l'Institut Vatel. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, c'était un peu un retour à vos premiers amours de chez Vatel. Mais je m'éclatais, et puis quand il y avait besoin de quelqu'un en cuisine parce qu'il y avait un absent ou quoi que ce soit, j'y allais, parce que du coup j'avais les 2 casquettes, je pouvais faire les 2. Et pour moi, pour l'avenir, en fait, je trouvais ça super enrichissant parce que je me disais, le jour où tu ouvres ton établissement, t'es capable de tout gérer de A à Z. Vous étiez toujours dans cette optique-là à cette époque, c'est-à-dire de se dire, un jour je dirigerai un resto, un hôtel. Toujours. Et en fait, je pensais que je m'étais dit, allez, je vais faire ça pendant 6 mois, après j'aurais fait le tour, ça a duré 3 ans. Et c'était une super expérience. Et puis derrière, Monsieur Robuchon m'a proposé donc de prendre le poste de chef à l'atelier Étoile. Très compliqué, parce que je savais pas s'il fallait dire oui, s'il fallait dire non. J'étais flattée de la confiance et de la proposition, mais en même temps, j'étais morte de trouille, parce que j'avais jamais eu un poste de chef, parce que finalement, j'étais un peu sortie de la cuisine depuis 3 ans. Entre les deux, L'atelier avait la réputation quand même d'être un établissement très difficile, avec des horaires de service, avec un débit assez important. D'accord. Donc j'étais morte de trouille. Ouais. Et j'avais raison. Ok. Non, après c'était une superbe expérience, mais c'était difficile. Honnêtement, c'était difficile. Voilà, c'était. Vos craintes se sont confirmées, c'est ça? Sur le... Oui, c'était dur. Les horaires de service étaient terribles. On prenait les commandes jusqu'à minuit du soir. C'était ouvert 7/7. Le personnel, c'était compliqué de le garder. C'était... Oui, souvent, c'est un peu un cercle vicieux quand les conditions sont difficiles. Voilà, c'était... Mais après, j'ai aucun regret. C'était très formateur. J'ai appris la rigueur, les produits. Enfin, j'ai l'impression d'avoir eu une espèce de formation accélérée pendant ces années à l'atelier où... Non, c'est un super souvenir. Et puis, Monsieur Robuchon a toujours été très, très bienveillant avec moi. Et j'ai vraiment adoré ce moment-là. Et comment ça se passe, justement, quand on prend ce poste de chef, finalement, à l'atelier Robuchon? Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, une possibilité, à un moment, de mettre un tout petit peu votre patte, ou est-ce que tout est hyper réglementé? Est-ce que tout est... Comment ça se passe, en fait, pour la carte, les... Il y a des plats signatures, donc il y a des plats signatures, des recettes, j'ai envie de dire ancestrales, de Monsieur Robuchon qu'on va retrouver dans tous ses ateliers, dans tous ses restaurants. Après, il y a quand même une certaine liberté qui est laissée au chef qui est en place.
Donc en fait, c'est à nous de faire des propositions D'accord. et qui derrière sont validées ou ne le sont pas. Hmm. Mais souvent, c'est des propositions qui peuvent être validées sur des menus, sur des formules déjeuner, sur des plats un petit peu du jour ou des choses comme ça. Et si on voit que ça marche et que les clients sont contents, on peut le mettre derrière sur la carte. D'accord. Oui, donc quand même, c'est un vrai poste de chef au sens où, même si c'est dans la galaxie Robuchon, vous aviez quand même la possibilité de s'exprimer, de créer des choses. Ouais. Et tout en ayant aussi cette exigence où finalement, on est un peu les gardiens de la cuisine Robuchon et on se doit de faire ces plats à la perfection et toujours avec la même rigueur et toujours avec la même assiduité. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'il y a une espèce de pression. D'un côté, il y a la pression d'être sous le nom Joël Robuchon. D'un côté, il y a la pression forcément client. Bien sûr. Et il y a la pression rentabilité. Il y a la pression guide Michelin. C'est plein de choses où c'est pas évident. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, si on fait un peu le bilan de cette expérience-là, sur comment ça a influencé la suite, l'étape d'après? Est-ce que vous vous êtes dit, ça, j'en veux plus, moi j'irai plutôt sur cette voie-là si je fais mon propre restaurant? Comment ça vous a été utile pour la suite, en fait? Au-delà de la rigueur et de tout ce que vous avez appris, sur le format de restaurant dont vous aviez, vous, envie, à titre personnel? Je pense que, en fait, tout simplement, à la fin, j'étais lessivée. Je pense que j'étais épuisée physiquement, mentalement. J'avais besoin de faire autre chose. D'accord. C'était gros, c'était beaucoup de monde, c'était une grosse équipe en cuisine. On était plus de 20 cuisiniers. C'était beaucoup de clients, beaucoup de pression. Et en fait, j'avais envie tout simplement de faire les choses pour moi. De travailler pour moi et de prendre mes propres décisions, quitte à me planter, mais c'est comme ça qu'on avance et puis on y va, quoi. Mais en fait, j'avais fait mon temps. 8 ans, c'était bien. Et puis, en fait, je suis partie au moment où Monsieur Robuchon, finalement, est décédé. C'était pas fait exprès, puisqu'il était au courant depuis plusieurs mois que je voulais m'en aller. Mais je pense que les choses se sont bien faites, en fait. Okay. C'était le moment de partir. Vous êtes resté combien de temps au total? 8 ans au total dans la sphère Robuchon. D'accord. Et là, l'atelier L'atelier, presque 4. D'accord. Okay. Ensuite, on va parler de votre restaurant actuel, qui est le Louis XX. Alors, comment est arrivée cette opportunité dans votre vie? Donc, en fait, quand je suis partie de l'atelier fin 2018, je voulais absolument trouver un restaurant, ouvrir mon propre restaurant. J'ai visité 85 fonds de commerce. Ah oui, quand même. Paris. Ce qui est beaucoup. Oui. Sur les 85, il y en a 4 qui m'ont plu. Donc, ça montre un petit peu le degré d'exigence. Oui. Et sur les 4, en fait, il y a toujours eu des problèmes. Donc, je montais des dossiers. Et puis, en fait, c'était des affaires qui étaient en redressement judiciaire. Donc, je me retrouvais face à des gens qui avaient soit plus de réseau, soit plus de moyens financiers. Donc, finalement, je n'arrivais jamais à voir les affaires. Il y a eu une affaire où je me suis même dit, allez, tu vas prendre un investisseur. L'investisseur m'a planté une semaine avant de signer. Enfin, j'ai eu des histoires, c'était assez mouvementé et je perdais un petit peu espoir, très honnêtement. Et puis, Covid est arrivé, premier confinement. Donc là, soulagement de me dire, heureusement, t'as rien trouvé, t'as rien acheté, et parce que je pense que j'aurais pas pu m'en sortir. Et en même temps, Bertrand, qui est un ami depuis très longtemps, et qui est gérant du Louis XX depuis presque 3 ans, m'appelle pendant le premier confinement, me dit voilà, écoute Mélanie, il y a Jonathan, mon chef, qui s'en va. Ça fait un moment qu'on en parle, qu'on a envie de bosser ensemble. Est-ce que ça te dit, on reprend le Louis XX tous les deux et on fait quelque chose ensemble? Et en fait, ça me semblait complètement naturel et j'ai dit allez, vas-y, on y va. Et j'étais contente en fait d'avoir ce côté un petit peu bistrot et restaurant à taille humaine, équipe à taille humaine et d'être libre, quoi. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. Donc, le restaurant est resté fermé tout l'été. Et on a attaqué le 1er septembre. Et comment vous définiriez aujourd'hui la cuisine que vous faites ici au Louis XX? Enfin, bon, en ce moment, c'est un peu particulier parce que le restaurant est fermé, vous faites du takeaway, des bocaux qui font un carton. En temps normal, en fait, les mois où vous avez été... le restaurant était vraiment ouvert comme à l'accoutumée. Et même quand vous vous projetez, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre dans votre cuisine ici? Je pense qu'on est sur une cuisine, j'aime bien dire ça, bistrot, un tantinet gastro. C'est-à-dire que, en fait, bon, forcément, c'est une cuisine autour du produit, parce que c'est la formation que j'ai eue via Monsieur Robuchon, le produit. Et puis, forcément, ça restera toujours dans mon ADN, parce que 8 ans, ça s'oublie pas comme ça.
Mais oui, c'est une cuisine autour du produit, c'est une cuisine qui se veut être généreuse, qui se veut être gourmande, travailler dans l'assiette, précise, mais il faut que ça reste simple, on fait pas de chichi en fait. On a vraiment voulu créer un lieu où on mange bien, où on a l'impression de manger de la haute cuisine, mais dans un esprit, dans une ambiance qui soit complètement décontractée. Ouais. Et moi, aujourd'hui, Dans un cadre magnifique. le cadre est plutôt sympa. Mais moi, ça me dérange pas de venir en fin de service m'installer à table avec des clients et de discuter, chose que avant je me permettais pas de faire. Et puis j'avais pas le temps et j'en avais pas. C'était trop compliqué. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir en fait de passer du temps en salle, de passer du temps avec les clients. Puis aujourd'hui, vous incarnez aussi votre cuisine, puisque c'est vraiment... Ouais, et puis encore, je pense que j'en suis qu'au début, parce que quand on prend son, j'ai envie de dire, premier poste de chef indépendant finalement, eh ben, c'est quoi finalement notre cuisine? On n'en sait rien, parce qu'on est en train de faire des choses qu'on a déjà faites avant, ou qu'on retravaille un petit peu, mais avec une inspiration d'avant, donc ça va mettre certainement des années avant de se mettre en place, et que je découvre vraiment quelle est ma cuisine à moi, et en fait, ça va prendre du temps, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est jamais fini, j'apprendrai toujours. Mais c'est super intéressant ce que vous dites, parce que je crois beaucoup à ça, effectivement, sur le fait qu'on peut pas forcément dire bah ça va être comme ça, et en fait, non, vous allez vous découvrir aussi non, je pense qu'on fait ce qu'on connaît. Au départ, quand je suis arrivée ici, qu'il a fallu écrire la première carte, bon, qu'est-ce que je fais? Et puis après, ça se fait petit à petit. Vous avez parlé tout à l'heure de produits, puisque vous nous avez dit que c'est comme ça que voilà, le produit est au centre de tout pour vous. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre travail de sourcing. Sourcing, alors c'est un peu le mot à la mode qu'on entend à toutes les sauces. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les produits, les producteurs avec lesquels vous travaillez Bien sûr. Donc il y avait déjà j'ai repris des producteurs qui étaient existants au Louis XX. J'ai repris aussi des producteurs avec lesquels je travaillais sur l'atelier. Mais l'idée, c'était vraiment, en fait, avant l'ouverture, d'aller à la rencontre de producteurs de nos régions respectives avec Bertrand. Donc lui vient de La Rochelle, moi je viens d'Ardèche, donc Rhône-Alpes. Et l'idée, c'était d'aller trouver des petits producteurs qu'on ne connaît pas forcément ou qui commencent à se faire connaître. Et puis de les mettre en avant sur la capitale. Donc moi j'ai trouvé plusieurs producteurs sur ma région. Je vais travailler par exemple avec Christophe Guèze sur tout ce qui est charcuterie. Il fait le jambon Mangalitsa, donc maintenant on en trouve dans plusieurs établissements. Mais j'ai cette fierté de dire que c'est un jambon ardéchois et qui en termes de qualité équivaut n'importe quel jambon aujourd'hui comme le Patanera. Donc ça c'est super, on a l'agneau de Haute-Loire d'Emmanuel Vol, on a un petit boucher qui est à Clermont-Ferrand, je dis petit, c'est pas péjoratif du tout parce qu'il fait de la super qualité, mais qui est sur Clermont-Ferrand et qui nous livre aussi 1 ou 2 fois par semaine. Donc c'est les huîtres qui viennent du bassin, enfin il y a plein de petits producteurs, en fait, ce sont des amis. Il y a une notion, une relation de travail bien évidemment, mais avant tout ce sont des amis, c'est des gens qui viennent manger chez nous, et ça c'est rare quand... Enfin, je l'ai vu plein de fois avant, les fournisseurs ne viennent pas souvent manger dans les restaurants de leurs clients. Et là, les gens viennent manger chez nous, s'arrêtent au bar, on boit un coup, on boit l'apéro, on va les rencontrer chez eux, ils nous payent à manger le soir. Enfin, il y a vraiment un échange. C'est devenu des copains, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Aujourd'hui, donc vous êtes à la fois chef, mais à la fois associé dans le restaurant. C'est pas tout à fait le même métier, ça peut même être 2 choses complètement différentes. Alors on a vu que votre formation vous a plutôt bien préparé aux 2. En temps normal, voilà, quand le resto tourne, à quoi ressemble votre quotidien justement? Quelle est la part de travail en cuisine? Quelle est la part de administratif, parce que c'est aussi ça, avoir une entreprise? Alors, à l'ouverture, très honnêtement, on s'est fait déchirer. On s'en remettait pas, on n'était pas nombreux en cuisine, il manquait du monde. Donc la journée type, c'était clair, on arrivait le matin, on faisait contrôle de marchandises, réception de marchandises et contrôle de la qualité. Derrière, c'est de la mise en place. Ensuite, on déjeune tous ensemble, on essayait vraiment toujours de se garder à un moment, parce que pour nous, c'était précieux de tous se retrouver autour d'une table. Et même si c'était un quart d'heure, même si c'était 20 minutes, on se retrouvait autour de la table, on mangeait tous ensemble, on parlait d'autres choses du boulot, même si c'était compliqué. Après, le service. Une fois que le service est terminé, l'après-midi, comme tout restaurateur ou chef propriétaire, et c'est le moment des factures, c'est le moment des plannings. C'est le moment des commandes, voilà, la coupure, on savait pas forcément ce que c'était, puis il fallait vite se remettre sur la mise en place, parce que tout ce qu'on avait préparé le matin, on l'avait vendu le midi, donc il fallait vite se remettre sur la mise en place pour le service du soir. Donc on recommençait le même schéma le soir, et puis on rentrait à la maison, il était
minuit, 1h du matin, et puis... Et rebelote. Et on réattaquait le lendemain, mais non, l'ouverture a été super intense. Donc après, c'est génial, hein, parce que c'est preuve que les gens avaient envie de nous découvrir, et puis il y avait une belle presse, et puis nous, on avait envie de faire les choses bien, mais vite fait, on a vite recruté du monde, parce qu'on s'en sortait pas. Et on va encore recruter à la reprise, donc ça c'est chouette. Et voilà, on espère que ça va reprendre de la même façon. Et c'est sûr, c'est sûr que c'est intense, mais c'est kiffant, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, là, j'ai trouvé ma voie, c'est sûr. Je suis au bon endroit, c'est ça que je veux faire. Pour la cuisine, je pense que dès mon stage chez Potel et Chabot, j'ai su que c'était ça. Ouais, vraiment, j'étais stagiaire, j'étais la première à arriver le matin avant tous les employés, j'étais la seule à rester le soir, la seule des stagiaires à rester le soir. J'aimais ça. Après, je savais pas à quel niveau j'allais arriver. Je savais pas qu'un jour, je serais dans mon restaurant. Je savais pas que je travaillerais pour des grands chefs. Mais je savais que ça me plaisait. Et aujourd'hui, on me dit, qu'est-ce que tu veux faire d'autre comme métier? J'en sais rien. Alors, je suis capable de faire du service parce que ça a été dans ma formation et que j'en ai fait. Mais j'aime bien le faire spontanément. À partir du moment où c'est forcé, ça me plaît plus. Organisation d'événements, des choses comme ça, j'aime bien aussi. Je sais le faire. Mais sortir de la restauration, enfin, je sais rien faire, quoi. Puis faudrait que j'apprenne comme tout le monde, mais il y a rien d'autre qui m'intéresse. En fait, j'en ai pas envie. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la rencontre qui a été très importante pour vous avec ce chef qui est devenu un peu votre mentor. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres décisives dans votre vie? Je pense qu'elles ont toutes été décisives, en fait. Chaque rencontre, en fait, j'ai eu la chance, et c'est vraiment une chance, de tomber sur des formateurs, sur des chefs de cuisine qui étaient bienveillants et qui étaient passionnés et qui avaient envie de transmettre leur métier. Il y en a, et c'est triste, hein, mais il y a des jeunes qui tombent sur des chefs qui les dégoûtent, en fait. Qui les dégoûtent du métier, qui les dégoûtent de la restauration. Et moi, j'ai vraiment eu cette chance-là, c'est de rencontrer que des gens qui étaient bienveillants. Et ça a commencé par mon chef à l'école, comme ça a continué par mon chef maître de stage chez Potel et Chabot, mon chef à Megève, Christophe Cussac à Monaco, Joël Robuchon. C'est vraiment été que des rencontres finalement très importantes et qui ont fait que j'ai cette carrière-là et que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a une actualité ou des projets que vous avez envie de partager avec nous? Alors, on est en train de travailler sur l'ouverture d'un bar à vin. Ah! Ouais. Donc là, c'est en travaux, donc on espère pouvoir ouvrir au mois de juin en même temps que le restaurant. Et en fait, le bar à vin va se situer à 5 minutes à pied au-dessus du restaurant. D'accord, c'est génial, des cartes, voilà, donc ça s'appellera le Petit Louis. Voilà, c'est le deuxième, le petit bébé. Et donc là, il y aura vraiment une superbe carte des vins et on va faire quelques petits assiettes froides, petites portions, tapas à partager pour accompagner ces dégustations-là. Ah mais génial. Il faut dire que le vin est déjà très important au Louis Vin, comme son nom l'indique. Voilà. Bertrand est un fanat de vin, très bon palais, il adore ça. Il a de belles relations aussi dans ce métier-là, dans ce milieu-là, donc c'est vrai qu'on a de très belles bouteilles et puis surtout on a des bouteilles à prix copain, quoi. On n'assomme pas les gens. L'objectif c'est pas d'assommer les gens avec une bouteille et qu'ils reviennent plus chez nous derrière, quoi. Au contraire, il faut partager. C'est le partage, c'est ça en fait. On en prend une et puis deux et puis trois et là ça sera l'occasion de dire on boit à l'apéro là-haut et puis après on descend manger au Louis Vin et on retourne là-haut pour le Dijon. Enfin je pense que les journées vont être encore un peu plus chargées, qu'elles risquent de se finir différemment, mais non, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau bébé et d'un côté c'est risqué parce qu'on est dans une période difficile, que finalement nous on est un peu encore sur la nouveauté ici et sur la reprise et que là on se met finalement un projet en plus, mais en fait je pense que c'est dans des périodes comme ça où il faut essayer d'avancer. Mais vous avez raison, et parce qu'il faut garder la motivation et la niaque et donc voilà, c'est pour ça. Et puis la prise de risque, ça vous ressemble assez, j'ai l'impression. J'aime bien sortir de mon confort, je m'ennuie vite, c'est pour ça. Mélanie, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Et j'ai hâte d'avoir votre retour d'expérience, votre avis. Est-ce que selon vous, le fait d'être une femme, ça a eu un impact sur votre parcours professionnel? Je pense, oui, certainement, oui, c'est sûr. Je vais dire que quand j'ai commencé la cuisine, ça a eu un impact très positif. Parce que j'étais une des seules nanas, on va dire, à l'époque, en cuisine, entourée de garçons. Donc j'étais un petit peu la petite chouchou, celle qu'on venait aider. Attends, mais porte pas cette casserole, c'est trop lourd pour toi. Donc tout le monde avait un côté un peu bienveillant et on va protéger la fille de la cuisine. Et puis après, il y a eu le poste à responsabilité. Ouais.
Et alors là, c'est différent. Mm. C'est différent parce que là, on a l'impression que tout est remis en cause, en fait. Ouais. Mais pourquoi elle a ce poste-là ? Elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas de diplôme de cuisine, mais on lui a donné ce poste-là parce qu'elle est mignonne. Oh, elle a dû coucher avec le patron. Mm. C'est des choses qui sont revenues et en fait, on se rend compte qu'avec un poste à responsabilité, eh ben, il faut en prouver 2 fois plus. Ouais. Et donc, c'est 2 fois plus de travail, c'est 2 fois plus même de présence. Il faut montrer qu'on est là et qu'on bosse et qu'on mérite en fait notre place. Mm. Ouais, c'est une tension permanente, quoi. Mm. Exactement. Et puis, par contre, le jour où c'est accepté et qu'on obtient vraiment le respect de l'équipe pour le travail et pas parce qu'on est une nana, en fait, c'est chouette. Mm. C'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel ? Aujourd'hui, au Louis XX, on est 8 employés. On a 8 employés, on est 3 femmes. Ok. Et on va en embaucher une 4e à la reprise. Bon. Voilà. Super. Donc, on est presque sur la mixité. Donc, c'est bien, on est... Ouais, c'est bien. Ouais, c'est chouette. Et dans les partenaires avec lesquels vous travaillez, que ce soit les producteurs ou... Je sais pas, les... Voilà... J'ai les deux. Très honnêtement, il y a des femmes, il y a des hommes. Je travaille avec une super nana qui travaille à la ferme d'Artaud, qui s'appelle Ah, mais Hélène. oui. Ouais, j'ai entendu parler de la ferme d'Artaud. Ouais. Ça... Et donc je suis allée la voir, c'était au mois de juillet l'année dernière pour visiter un petit peu son domaine, etc., voir ce qu'elle fait. Et donc elle fait ses produits, ses légumes, toute seule, en bio. Enfin, elle est super intéressante, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Mm. Donc on bosse avec elle. Après, on a Marion qui travaille avec Emmanuel sur les agneaux en Haute-Loire. Il y a une mixité, Ouais. vraiment. Mm. Ouais. Et comment vous voyez l'évolution de la place des femmes en cuisine ? Voilà, vous avez commencé, voilà, vous étiez un peu la petite chouchoute, jusqu'à quand vous êtes devenue chef à être un peu contestée parce que vous étiez une femme. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent aujourd'hui, ou pas d'ailleurs ? Alors oui, bien sûr que ça évolue. Après, moi je suis pas une féministe à 100%. Enfin, moi je suis pour la mixité. Ouais, mais je pense que c'est ça le féminisme. Voilà, mais il me faut... C'est l'égalité en fait. C'est l'égalité, exactement. Égalité des chances, et qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans une cuisine, Exactement. dans un restaurant. On a besoin de trouver en fait une certaine harmonie, et pour trouver cette harmonie, il faut qu'il y ait des différences. Mm. Il faut qu'il y ait des différences, qu'il y ait une complémentarité. Et oui, je pense que ça évolue, et puis il y a beaucoup de choses qui ont été aussi dénoncées dernièrement, et Ouais. c'est très important, je pense. Il faut que ça change. Il y a des comportements mais en cuisine comme dans tous les métiers, il y a des comportements qui ne doivent pas exister et qu'on ne doit pas tolérer. Après, pour moi, une femme ou un homme en cuisine peut avoir une sensibilité identique, Mais je suis peut bien d'accord avoir avec des vous. difficultés identiques. Exactement. Je suis désolée, non, un homme n'est pas plus résistant à la chaleur ou au travail ou aux C'est horaires. ça, ouais. Une femme n'est pas plus sensible ni dans son dressage d'assiette, Non, pas du ni tout, dans... moi, elle pleure pas à chaque fois qu'on lui... voilà, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui, en fait, souhaiterait se lancer dans ce métier-là ? Je pense qu'il faut faire les choses, en fait, avec envie, avec passion, avec son cœur. Et faut pas écouter... Il y aura toujours des gens pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous juger, pour nous dire qu'on n'est pas capable de... Parce que oui, les mentalités évoluent, mais on n'en est pas encore au point de... Hein. Donc il y aura toujours des gens pour nous critiquer et pour nous dire qu'on mérite pas notre place, et en fait le plus dur, mais c'est ça, il faut passer au travers de ça, il faut que ça nous coule dessus, et il faut avoir cette force de caractère de dire qu'on va y arriver, puis surtout il faut bosser quoi. Il faut bosser, et aujourd'hui on a plein d'exemples, il y a plein de chefs femmes, il y a plein de dirigeantes d'entreprises, il y a plein de femmes indépendantes et qui sont capables aussi d'avoir un métier avec de grandes responsabilités, mais aussi une vie de famille. Souvent, on nous fait croire que, non, il y a un moment, tu vas devoir choisir dans ta carrière professionnelle. Ouais. Hein. Si tu veux réussir professionnellement, t'auras pas d'enfants. Et puis, si tu veux des enfants, il va falloir que tu restes à la maison. Non, ça se passe, aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Effectivement, on a voilà. Des exemples de plus en plus. De plus en plus, et je pense qu'il faut suivre ces femmes-là et suivre leur exemple, mais il faut s'accrocher, quoi. Il faut pas écouter tout ce qu'on dit autour. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont compté dans votre parcours ? Alors, soit des femmes avec qui vous avez travaillé, ou voilà, qui ont été importantes à vos côtés, ou des figures inspirantes, pas forcément des femmes que vous avez rencontrées, mais voilà, des grandes figures qui vous inspirent. Bon, déjà, j'ai envie de revenir sur les grands-mères et la maman. Oui. Parce que, en fait, c'est des femmes qui ont toujours travaillé, et qui ont travaillé très dur,
et qui avaient des métiers qui étaient très prenants, mais qui ont toujours su, à côté de ça, être des épouses, être des mamans, être des hôtes, c'est-à-dire qu'à la maison, on recevait toujours beaucoup de monde. Ma maman se pliait en 4, elle rentrait du boulot, il était 19h30, elle se pliait en 4 pour faire à manger, pour recevoir des amis, etc. Et en fait, pour moi, c'était des vraies forces de la nature, parce que avoir toutes ces casquettes-là et savoir tout gérer. Donc ça, c'est vraiment le côté familial que j'admire chez ces femmes. Et puis après, sinon, en chef de cuisine, Anne-Sophie Pic. Et un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs. C'est que bon, déjà, elle était pas très loin de la maison, elle était sur Valence. Mais c'est vrai que je l'ai rencontrée plusieurs fois. Puis une fois, je lui ai dit, mais comment vous faites en fait ? Bon, il y a le restaurant de Valence, mais derrière, vous vous êtes développé un petit peu partout, faites plein de choses. Vous avez une famille, vous avez des enfants, mais comment vous faites pour passer du temps avec eux ? Moi, c'est un truc, ça m'a toujours fait... Enfin, j'ai l'impression d'être débordée déjà. Moi, je me dis, mais comment elles font, ces femmes-là ? C'est pas possible. Et en fait, elle m'a dit, non, mais c'est de l'organisation, et puis il faut savoir s'entourer. Il faut surtout savoir s'entourer des bonnes personnes. Elle a la chance d'avoir un mari qui la soutient, qui est dans le métier aussi. Mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, et puis il faut savoir déléguer, chose qui est pas toujours évidente, surtout au début. C'est un apprentissage aussi. Exactement. Mais après, c'est de l'organisation. Et je trouve que c'est très admirable d'arriver à avoir toutes ces casquettes-là et de savoir tout gérer. Mélanie, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food. Des questions pour mieux vous connaître. Quel est votre dernier coup de cœur food ? Alors, c'était sur de la vente emportée et c'était les tacos de Béatrice Gonzalez. Ah oui. J'ai adoré. Le plat qui résume le mieux votre enfance ? Alors, c'est un nom un peu bizarre. On appelait ça le gratin à la coquin chinoise. Ah. Donc, c'était ma grand-mère qui nous préparait ça. Toutes les semaines, on allait manger chez elle le midi à place d'aller à la cantine. Et en fait, c'est un gratin, c'est des lamelles d'aubergine qui sont frites. Et ensuite, dans un plat gratin avec un roux tomaté, un peu de fromage au four. Et en fait, on mangeait ça, mais on mangeait le plat entier avec ma sœur. On se battait pour celle qui allait en avoir le plus. Et je l'ai d'ailleurs mis sur la carte au restaurant à l'ouverture. Ah. Tout le monde, c'est quoi la coquin chinoise ? D'où vient le nom, j'en sais rien. Mais chez nous, ça s'appelait comme ça. C'est une chouette histoire, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié ? Oui. Alors, je ne connais pas l'intitulé exact du plat. C'est une entrée que j'ai mangée au relais Bernard Loiseau. C'était des asperges vertes avec du caviar et une émulsion au jaune d'œuf. Et en fait, je sais pas, je me souviens vraiment de ce plat. J'avais adoré vraiment l'explosion des saveurs en bouche. Bon, après, je pense que je m'en rappelle aussi parce que c'était le premier restaurant gastronomique que je m'offrais. Ouais. Donc j'étais avec mon amoureux, on avait 20 ans, et c'était notre premier restaurant gastronomique à deux, où on payait, donc je me rappelle surtout l'addition en fait. mais ce plat, je pense que je m'en souviendrai toujours. Toujours. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Le fromage. Ah, c'est vrai ? Je déteste ça, mais il faut pas qu'il y ait un plateau de fromage sur la table, je fais une fixation, non, je peux pas. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine chez vous ? Le piment d'Espelette. Tout le temps, j'en mets sur tous les plats. Et la sauce soja aussi, parce que j'adore avec les légumes. Quelle est votre recette fétiche que vous faites tout le temps à la maison ? Simple et efficace, des pâtes. Toutes les sauces, au beurre, nature, des pâtes. Et quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez ? Alors, cuisine à la maison, on va être sur la playlist Deezer, playlist aléatoire. Le problème, c'est que je chante et que je danse en même temps. Donc, c'est pas très beau à voir. Ni à entendre, d'ailleurs. Et après, c'est vrai qu'au restaurant, chacun met un peu sa playlist. Pendant la mise en place, on aime bien la musique, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est pas toujours les miens ni de ma génération. mais bon, il en faut pour tout le monde. Donc, on alterne. Quel serait le resto de votre vie s'il n'en restait qu'un ? J'ai adoré... manger chez Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. Le menu tout champignon là au moment de l'automne, c'est incroyable. Et à l'inverse, un resto qui vous reste à découvrir mais qui vous fait rêver. Il y en a plusieurs, mais alors pour revenir en arrière, j'aurais aimé connaître le temps du Jamin quand c'était Monsieur Robuchon, parce que j'en ai tellement entendu parler que j'aurais adoré vraiment découvrir ce restaurant à cette époque-là. Et du coup, j'ai très envie de le découvrir maintenant que c'est Pascal Barbeau qui l'a repris. Oui. Donc, j'ai hâte d'y aller, voilà. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode ? J'aimerais beaucoup entendre Camille Gonnet, qui est une amie, qui a monté son entreprise qui s'appelle Citron Grenade. Et en fait, elle est agente chef et attachée de presse. Ouais.
Et elle a une super vision de la restauration et des chefs, et j'aimerais bien l'entendre. Et des jolis résultats, si l'on en croit les retombées pour le Louis XX. Ouais, elle est plutôt efficace, on va la garder. Un grand merci Mélanie Serre. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Mélanie Serre pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.